Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barocco Podcast qui ouvre une série d'épisodes dédiés à l'histoire de la littérature en France et peut-être au fur et à mesure l'histoire de la littérature autour du globe. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Il était une fois la littérature, je vous invite au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Ce mot m'a toujours fasciné. Il a sur moi tout pouvoir et m'enchante, me faisant remonter le temps. Un temps que l'on dit obscur en y réfléchissant, rien que le nom de cette époque qui s'étend tout de même sur près de 1000 ans du 5e siècle au 15e siècle après Jésus-Christ, est dans un premier sens péjoratif. Et ce sont les humanistes de la fin du 16e siècle qui ont qualifié ces siècles de Moyen-Âge, comme un passage entre l'Antiquité idéalisée et la Renaissance, sous-entendu la période où l'on redécouvre les textes antiques et qui marque la fin de ces siècles que l'on dit obscurs. Et c'est aux romantiques du 19e siècle que l'on doit la redécouverte du Moyen-Âge, ainsi que le début de la fascination pour ces âges anciens. Fascination qui perdure encore aujourd'hui, notamment à travers le genre de la fantasy qui se place toujours volontiers dans un Moyen-Âge revisité la plupart du temps. Pourtant, c'est au Moyen-Âge qu'apparaît la littérature française. Et je vous propose aujourd'hui, dans un podcast en 3 parties, de partir à la rencontre de ces textes, de ces genres, de ces auteurs, de ces autrices inconnus ou dont on connaît seulement le nom sans savoir tout ce qui se cache derrière ce nom ou derrière leurs œuvres. Alors, armez-vous de patience, car je vous promets que tenter de vulgariser la littérature médiévale qui s'étale sur quasiment 1000 ans, ce n'est pas du tout un exercice facile. Et venez écouter sur la grande place la jongleuse que je suis et qui va vous conter ce qu'était cette littérature faite de mouvances du Moyen-Âge. J'ai tenté de faire cela de manière plus ou moins chronologique et également plus ou moins thématique. Aussi, si vous êtes spécialiste en la matière, veuillez me pardonner. Ce qui marque la naissance du Moyen-Âge, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident et les invasions germaniques. Va alors se poser la question de la langue qui va être parlée sur ce territoire. On a d'un côté les langues dites barbares, on a aussi le latin, enfin ce qui est devenu le latin parlé, puisque ça fait 5 siècles que les Romains sont en Gaule, et donc ce latin parlé est bien différent du latin des clercs. Pour vous dire même, celles qui n'ont pas fait d'études et que l'on nomme les illiterati, ne comprennent même pas le latin. Et c'est l'Église qui va répondre à la question de la langue en assurant ainsi la pérennité du latin dit savant ou littéraire, par la conversion des conquérants germains. L'évolution de la langue latine parlée, qui n'est donc plus du latin, je le rappelle, va s'accompagner d'un morcellement et conduire à l'apparition de 2 langues sur le territoire de France. La langue d'Oïl, qui est parlée au nord, et la langue d'Oc, qui est parlée au sud. Ces langues se divisent elles-mêmes en plusieurs dialectes. Première petite anecdote. Depuis Dante, on désigne une langue par la façon dont on dit oui. Et donc, dans le nord de la France, pour dire oui, on dit oil, et dans le sud, on dit hoc. On a donc une première opposition entre le latin de l'Église et la langue parlée par le peuple. De prime abord, le latin l'emporte. En effet, on peut à ce moment-là apprendre à lire et à écrire uniquement au sein de l'Église, et les textes écrits par les clercs sont toujours en latin. Mais alors une seconde opposition arrive, celle entre l'écrit et l'oral. Je vous le disais, une certaine partie de la population n'est pas lettrée, et son seul moyen de transmission, c'est l'oral, donc la langue parlée, qu'on appelle, en opposition au latin, la langue vulgaire. Au Moyen-Âge, on a une véritable tradition de l'oralité, de la performance orale même, car l'œuvre médiévale est toujours appelée à passer par le chant, par la voix, et même lorsqu'on souhaite lire un texte écrit, on le lit à voix haute de manière collective. On a une véritable dimension théâtrale. Vu comme cela, l'écrit, le texte même, ne peut livrer qu'une version mutilée de l'œuvre. Il est juste un aide-mémoire, mais ne peut rendre l'œuvre dans sa totalité, puisqu'elle est vouée à être montrée devant un public et à être parlée, jouée, chantée. Mais tout n'est pas si simple,
Parce que l'écrit a une valeur d'autorité, bien sûr, sociale et religieuse. Donc, si j'essaie de résumer, d'un côté nous avons le clerc de l'église qui écrit en latin, et de l'autre côté la figure du jongleur, parfois même de la jongleuse, qui est le représentant, la représentante de la performance orale. Petit point sur la figure du jongleur, à ne pas confondre avec le troubadour. Il descend des bardes celtiques et des acteurs ambulants de l'Antiquité. C'est un amuseur itinérant, chanteur de poèmes plutôt épiques et qui peut être aussi acrobate, montreur d'animaux, danseur, mime. Cette figure va évoluer au fur et à mesure des siècles, puisque les jongleurs vont chercher à être employés par des seigneurs et ils deviendront donc des ménestrels. Je reviens à ma question d'en-tête. Comment ont pu émerger les textes écrits en langue française ? Qui a remporté le match entre le latin et la langue vulgaire, entre l'écrit et l'oral, entre le clerc et le jongleur ? Eh bien un peu tout le monde, si je peux dire, puisque l'Église, souhaitant éduquer la population, va transposer par écrit, en langue vulgaire, des poèmes religieux. Apparaît alors le premier de ces récits qu'on dit hagiographique. Le récit hagiographique, c'est un récit où on raconte la vie des saints, des saintes et ou des martyrs. Le titre de ce premier texte est La cantilène de sainte Eulalie, qui est écrit en 881 et dont voici un extrait. Eulalie était une bonne jeune fille. Elle avait le corps beau et l'âme plus belle encore. Les ennemis de Dieu voulurent la vaincre, ils voulurent lui faire servir le diable. Elle n'écoute pas les mauvais conseillers qui lui demandent de renier Dieu qui demeure au ciel là-haut, ni pour de l'or, ni pour de l'argent, ni pour des bijoux, ni par la menace, ni par les prières du roi. Rien ne put jamais la faire plier, ni amener la jeune fille à ne pas aimer toujours le service de Dieu. Et pour cette raison, elle fut présentée à Maximien, qui était en ces temps-là le roi des païens. Il lui ordonna, mais peu lui chaud, de renoncer au titre de chrétienne. Elle rassemble sa force, elle préfère subir la torture plutôt que de perdre sa virginité. Et par la suite, on va voir apparaître de plus en plus de textes écrits en langue vulgaire qui vont parvenir jusqu'à nous. À présent que nous avons le contexte en tête, nous pouvons passer à l'étude non exhaustive des différents genres littéraires médiévaux. Le tout premier d'entre eux étant la fameuse chanson de geste. Petit point étymologique. Le mot geste, qui est féminin, on dit la geste, vient du latin gesta, venant lui-même de gero, signifiant chose accomplie, au fait, exploit. Les chansons de geste sont donc des poèmes épiques, chantés, qui racontent des hauts faits venant du passé. Ne souhaitant pas alourdir ce podcast de termes stylistiques, je vous dirai seulement que ces poèmes sont composés de ce qu'on appelle des laisses. Les laisses, ce sont des strophes de longueur irrégulière. Petite parenthèse fermée. Pour en revenir au contenu des chansons de geste, on parle de sujets guerriers, se passant principalement durant la période carolingienne. C'est le cas de la plus ancienne et certainement la plus connue des chansons de geste, qui est la chanson de Roland, dont le manuscrit est daté aux environs de 1098. Roland est le neveu de Charlemagne, il fait partie de son armée combattant les Sarrasins à la bataille de Roncevaux. Notre héros y trouvera la mort et c'est ce passage que je vous livre à présent. Le comte Roland est étendu sous un pin. Vers l'Espagne il a tourné son visage. De bien des choses le souvenir lui revient. De tant de terres que le brave a conquises, de la douce France, des hommes de son lignage, de Charlemagne, son seigneur qui l'a formé. Il ne peut s'empêcher de pleurer et de soupirer, mais il ne veut pas s'oublier lui-même. Il bat sa couple et demande pardon à Dieu. Père vénérable qui jamais ne mentit, toi qui ressuscitas Saint Lazare et qui sauva Daniel des lions, sauve mon âme de tous les périls pour les péchés qu'en ma vie j'ai commis. Il a offert à Dieu son gant droit, Saint Gabriel de sa main l'a pris. Sur son bras il tenait sa tête inclinée, les mains jointes, il est allé à sa fin. Dieu envoya son ange chérubin et Saint Michel du péril, et avec eux vint Saint Gabriel. Ils emportent l'âme du comte en paradis. Cependant, on peut se demander si la chanson de Roland raconte un fait qui s'est véritablement déroulé. Alors on sait effectivement qu'une bataille a eu lieu à Roncevaux en août 778, soit près de 3 siècles avant la rédaction du manuscrit de la chanson de Roland. Mais pour le reste, cela semble tenir de la légende nationale. Je ne sais pas si on peut encore se rendre compte aujourd'hui de l'importance de Roland dans la construction de la nation française.
L'image de Roland sonnant de son corps pour avertir Charlemagne de la trahison d'un de ses barons et donc de l'attaque de ses ennemis est très forte dans notre imaginaire national. Et cette légende, elle permet de créer un des premiers héros français sacrificiels qui est prêt à mourir pour sa patrie. Et la figure de Roland sera d'ailleurs reprise au moment de la Première Guerre mondiale. Mais pendant que les hommes guerroient, les femmes, telles Pénélope, tissent, et naissent alors ce qu'on appelle les chansons de toile, en opposition ou en complément à ces poèmes guerriers. On pense que ce serait la plus ancienne forme de lyrisme médiéval. Les chansons de toile sont construites autour d'un thème, celui du retour du chevalier et les maux qu'a suscité son absence. En voici un exemple avec la chanson de Renaud et d'Hérambourg. Quand vient le mois de mai que l'on dit au long jour, et que les francs de France reviennent de la cour du roi, Renaud revient devant au premier rang. Il passa devant la maison d'Hérambourg, mais n'en daigna pas lever les yeux pour autant. Hélas, Renaud mon ami. Belle Hérambourg à la fenêtre, au jour, sur ses genoux tient une toile colorée. Elle voit les francs de France qui reviennent de la cour, et voit Renaud devant au premier rang. À voix haute, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Hélas, Renaud mon ami. Mon ami Renaud, j'ai connu le temps où, si vous passiez sous la tour de mon père, vous auriez été triste que je ne vous parle pas. Vous vous êtes mal conduite, fille d'empereur, vous en avez aimé un autre, vous nous avez oubliés. Hélas, Renaud, mon ami. Seigneur Renaud, je m'en disculperai, je n'ai jamais aimé d'autre homme que vous. Acceptez cette justification et je vous baiserai. Il existe aussi ce qu'on appelle les chansons d'aube. Celles-ci, elles ont pour thème la séparation des amants au lever du jour. C'est grâce à ces exemples qu'au fur et à mesure, la chanson de geste va faire de la place au lyrisme, la place à l'amour et au merveilleux. Tout cela va conduire à la naissance du roman par la suite, mais on en reparlera dans le prochain podcast. Je vous ai parlé des jongleurs tout à l'heure, qui sont des artistes pluridisciplinaires, qui étaient les vecteurs des différents récits. Et maintenant que j'ai évoqué les chansons de geste, je peux vous parler des troubadours et des trouvères, qui sont ceux qui vont écrire, composer ces chansons. De 1100 environ jusqu'au XIIIe siècle, les troubadours sont ceux qui vont inventer la poésie lyrique en langue d'oc. Ils sont poètes, musiciens et compositeurs. Et maintenant, faisons place à celui qu'on dit être le tout premier des troubadours, Guillaume IX d'Aquitaine, personnage assez unique, comédien, débauché, duc d'Aquitaine, qui a été plusieurs fois marié, qui a eu plusieurs maîtresses, et qui est aussi le grand-père d'une autre figure historique tout aussi unique et fascinante, Aliénor d'Aquitaine. Celle qui, par son premier mariage avec le roi de France Louis VII, apportera la tradition des troubadours dans le nord de la France, et ainsi donner les trouvères. C'est principalement par Guillaume d'Aquitaine que va naître le lien qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui dans notre civilisation entre la poésie et l'amour. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'amour courtois, le fin amour. Le terme courtoisie fait référence à une conception de la vie et de l'amour. La courtoisie exige une noblesse de cœur, un certain désintéressement, une bonne éducation. On est courtois lorsqu'on connaît les usages, qu'on agit avec distinction, qu'on est habile à la chasse ou à la guerre, tout en possédant un esprit capable du plus grand raffinement lors d'une conversation. Mais pour être tout à fait courtois, il faut aimer, car l'amour décuple toutes ces qualités évoquées plus haut, et elle vous en offre même de nouvelles. Lorsqu'on est amoureux, on place la femme aimée au-dessus de tout. Elle devient la domna, la dame, la suzeraine même de l'homme amoureux qui ferait tout pour mériter ses faveurs, qu'elle est libre de lui accorder ou de lui refuser. À savoir que la femme aimée est souvent déjà mariée, ce qui rend cet amour impossible. Et comment parler d'amour sans parler de désir ? Pour les troubadours, l'amour parfait repose sur ce désir inassouvi. On tend à l'assouvissement du désir tout en le redoutant, car une fois celui-ci assouvi, c'est bien connu, il disparaît. Enfin, c'est ce qu'on dit. On a donc ici un mélange complexe entre souffrance, angoisse et plaisir. Mais, après bien des obstacles, la relation physique entre les amants sera finalement accomplie, puisque l'amour courtois n'est pas un amour platonique. À présent, un exemple de canso de Guillaume d'Aquitaine. Avec la douceur du temps nouveau, les bois se couvrent de feuillage, et les oiseaux chantent chacun en son langage, selon la mélodie du nouveau chant. Il est donc bien que chacun se procure ce dont on a le plus désir. De là me vient tout mon bonheur. Je ne vois venir ni messager ni lettre scellée, c'est pourquoi mon cœur ne dort ni ne rit. Et je n'ose avancer jusqu'à ce que je sois bien assuré que la paix est ainsi que je la demande.
Il en va de notre amour, comme de la branche d'aubépine qui est sur l'arbre tremblante, la nuit à la pluie et au gel, jusqu'au lendemain où le soleil largement s'épand par les feuilles vertes et les rameaux. Il me souvient encore d'un matin où nous mîmes fin à la guerre et où elle me fit un si grand présent, son amour et son anneau, que Dieu me laisse encore vivre assez pour que j'aie mes mains sous son manteau. Au passage, on peut noter que la nature a une très grande importance dans ces vers, ainsi que dans la poésie médiévale en général, parce qu'au Moyen-Âge, la nature est omniprésente. Les gens sont en contact permanent avec elle, elle rythme les existences de chacun et de chacune. C'est un monde sensible. Et c'est pas étonnant que ce soit les romantiques du 19e siècle qui sont tant attachés au paysage et au lien entre l'homme et la nature qui ait remis au goût du jour cette littérature. Le Moyen-Âge va aussi voir apparaître au XIIe siècle l'expression d'un lyrisme personnel marquant la naissance du lyrisme moderne lié à l'expression du jeu. Un des exemples les plus tragiques est celui des Congés de Jean Bodel en 1202. Jean Bodel est un poète d'Arras, qui est alors une ville très peuplée, où il y avait une confrérie de jongleurs et c'était un centre littéraire de la langue d'Oïl. Jean Bodel est oublié, peu connu. Et pourtant, en son temps, il était incontournable. Il écrivait des fabliaux, des chansons de geste, et c'est même l'auteur de la plus ancienne pièce de théâtre intégralement rédigée en français. Pourquoi vous ai-je dit juste au-dessus que c'était tragique ? Parce qu'au moment de partir pour la 4e croisade, Jean découvrira qu'il est porteur d'une maladie incurable, la lèpre. Il devra alors quitter la ville et s'enfermer jusqu'à sa mort dans une léproserie. La lèpre, c'est une maladie terrible qui condamne le malade à pourrir de son vivant. Mais au Moyen-Âge, elle avait en plus un caractère honteux parce qu'on pensait que c'était une punition divine suite à une faute qui avait un caractère sexuel. Au moment de quitter sa ville, les siens, la vie même, Jean Bodel compose un long poème qui sont ses congés, au sens littéral, puisqu'il y fait ses adieux au monde. Jean Bodel s'inspire de Hélinan de Froidemont qui avait écrit quelques années auparavant son texte « Vers la mort ». Je vous lis un extrait des congés de Jean Bodel. « Pitié où je puise ma matière, enseigne-moi à me distraire en parlant de mon état. Il n'est pas juste que mes facultés régressent, quel que soit le mal qui détruit mon corps par la volonté de Dieu. Puisqu'il a sonné pour moi la retraite, sans ruser et sans finasser, je dois à chacun demander un don qu'il ne me refusera certes pas. Son congé, avant qu'on me le signifie, car désormais j'ai peur de leur peser. » Et c'est sur ces derniers mots que je vais moi aussi prendre congé de vous pour cette première partie du podcast autour de la littérature médiévale. J'espère que cette mise en bouche vous aura intéressé et n'hésitez pas à écouter la seconde partie de ce podcast parce que je vous parlerai certainement d'une de mes thématiques favorites dans la littérature puisque j'y aborderai la naissance du mythe arthurien.